Donc, bonjour à tous, on va commencer. Donc, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les CRT, Centres de ressources territoriaux. Je suis Pierre Toss, responsable des partenariats et du développement chez Télégraphique, et je suis accompagné de Sandrine Morera, notre directrice projet. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de vous présenter notre vision des CRT au travers de retours d'expérience ces dernières années, notamment sur des dispositifs d'accompagnement renforcé à domicile qui constituent un des deux volets des CRT, comme on va le voir par la suite. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que ce webinaire est filmé et qu'il pourra être partagé par la suite. Donc, tout d'abord, sur le contexte des CRT et notamment sur la naissance du volet 2 sur l'accompagnement renforcé à domicile, il faut savoir que depuis plusieurs années, des projets communément appelés EHPAD hors les murs, EHPAD à domicile, ont fleuri un peu partout en France, souvent financés via des ARS ou d'autres collectivités. Donc ces projets, tels que ceux portés par des acteurs comme la Croix-Rouge française à Sartrouville ou encore HSTV à Rennes à l'époque, ont donné naissance à un article 51 en 2020, financé par le ministère de la Santé, pendant 3 ans sur 23 sites expérimentateurs partout en France. Et en fait, donc, ces dispositifs courent toujours aujourd'hui, et sans attendre les résultats qui auront lieu fin 2023, le ministère de la Santé a décidé de rentrer dans le droit commun ces dispositifs d'accompagnement renforcé à domicile au travers d'un des deux volets des CRT, donc des centres de ressources territoriaux. Donc, il y a eu un arrêté en avril 2022 sur les CRT, puis une circulaire fin mai, et découle de cet arrêté et de cette circulaire des appels à projets lancés par chaque ARS. Donc, il y en a eu déjà 3 qui sont sortis, donc un en Auvergne-Rhône-Alpes, un dans le Grand Est et un au Pays de la Loire. Donc, ils sont toujours en cours, Pays de la Loire fin septembre, Laura, il me semble que c'est 7 octobre et Grand Est le 21 octobre. Et on attend toujours les autres appels à projets pour les autres régions qui devraient sortir prochainement. Slide suivante, merci. Donc, d'un point de vue financement, il faut savoir que sur ces dispositifs d'accompagnement renforcé à domicile, il y a plusieurs types de financement. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les CRT, bien entendu, mais pour vous donner aussi plus d'éléments de contexte, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc sur l'article 51, donc il y a 23 expérimentations DRAD financées par un article 51 entre 2020 et 2023. Donc, sur ces 23 expérimentations, chaque site se voit attribuer aujourd'hui un forfait de 1 004 € par mois par usager. Et on est sur des expérimentations entre 10 et 30 usagers. Donc, comme pour les CRT, le volet 2, ça tend plutôt vers 30 usagers. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont en cours depuis plusieurs années. Des projets tels que Divadum en Pays de la Loire, des acteurs qui ont créé leurs propres projets, financés par les ARS ou des régions, ou même des fois sur fonds propres. Certains n'ont pas eu les financements escomptés ou n'ont pas voulu attendre et ont lancé leur propre projet avec donc un appui sur le droit commun, par exemple tel que l'APA, et un reste à charge pour les seniors qui les accompagnent. Et donc pour finir sur les CRT, donc ce que prévoit le cahier des charges aujourd'hui, c'est 400 000 € par an par CRT à distribuer sur les deux volets avec une enveloppe normalement prévue de 900 € par mois par usager pour le volet 2 sur l'accompagnement renforcé. Alors, rentrons là plus dans le CRT. Donc, à quoi s'apparente un CRT d'après l'arrêté qui est sorti en avril? Donc, il s'articule autour de 2 volets. Donc, tout d'abord, le premier volet qui va positionner la structure porteuse comme une structure ressource, une structure plateforme pour les autres acteurs du territoire. Donc, cette structure, elle doit être à la fois une solution d'accès aux soins et à la prévention sur le territoire, avec par exemple de la téléconsultation à domicile ou à proposer aux autres établissements. Elle doit également s'assurer de... Alors, merci à tous de couper vos micros. Je me permets de couper les micros comme j'ai la main sur ceux qui ne sont pas coupés. Donc, elle doit également s'assurer de lutter contre l'isolement des personnes âgées et leurs aidants. Et enfin, contribuer à l'amélioration des pratiques professionnelles et au partage de bonnes pratiques. Donc, finalement, dans ce volet, ce qui est attendu pour le CRT, c'est d'avoir un rôle à la fois de formateur un peu, de structure exemple, on peut dire, pour les autres acteurs du territoire, et de chef d'orchestre, afin de s'assurer qu'on puisse offrir aux différents seniors du territoire une réponse aux soins, à la prévention et à la lutte contre l'isolement. Et donc, on a un deuxième volet qui va être créé donc, toujours au sein de la structure CRT, en lien avec les autres acteurs du territoire, qu'elle devra coordonner pour créer donc un nouveau type d'accompagnement, l'accompagnement renforcé à domicile,
qui découlent, comme je disais tout à l'heure, en quelque sorte, des dispositifs qu'on a vus par le passé, pas d'or les murs, DRAD, etc. Donc, dans ce volet 2, on retrouve 5 piliers, donc la sécurité et le logement adapté, donc avec des prestations d'ergo, des solutions de téléassistance, télévigilance qu'on pourra voir aussi par la suite. La gestion des situations d'urgence ou de crise, donc accueil d'urgence, astreinte de nuit, qui est un réel sujet pour les structures qui décident de créer un CRT. Le fait de renforcer la coordination, on est sur des acteurs pluridisciplinaires avec des logiciels différents. Donc, comment on va partager l'information à tous ces acteurs. Et enfin, donc, pouvoir assurer la continuité du projet de vie et de soulager les aidants. Donc, j'ai pu vous poser un peu le contexte. Je vais laisser la main à ma collègue Sandrine Morera, qui accompagne avec notre cellule projet et Customer Care tous nos sites d'accompagnement renforcé à domicile depuis plus de 2 ans. Mais juste avant, en guise d'introduction à cette deuxième partie du webinaire, quelques mots sur Télégraphique qui on est. Donc, Télégraphique, on est une entreprise toulousaine créée en 2013 et on propose l'unique plateforme de solutions connectées essentielles pour le bien vieillir à domicile, donc via des dispositifs type EHPAD hors les murs, DRAD, CRT, et en établissement. Donc, en établissement, rapidement, donc, dans les murs, on va adresser par exemple des acteurs tels que des EHPAD et on va mettre à disposition notre plateforme pour permettre au personnel, notamment de ne pas avoir à utiliser autant d'interfaces et d'applications qu'il n'y a de solutions connectées dans l'établissement. Donc, concrètement, en fait, on va apporter au travers d'un seul interlocuteur Télégraphique, d'une seule plateforme et des interfaces uniques, des applications uniques, toutes les solutions connectées dont peut avoir besoin l'établissement. Donc, ça va être de la détection de chute, du suivi médical connecté, du bâtiment connecté. Et grâce à des interfaçages qu'on retrouve également dans le maintien à domicile renforcé, on va pouvoir faciliter l'usage de ces solutions connectées par les professionnels du médico-social. Donc, par exemple, on s'interface avec les logiciels métiers, logiciels de soins D8 tels que NetSoin, Titan. Et au domicile, donc de manière un peu identique à l'EHPAD, on accompagne les dispositifs de maintien à domicile renforcé en tant que partenaire technologique agrégateur. Donc, on va couvrir 2 volets principaux que vous voyez à l'écran. Une partie vraiment sur la sécurisation du domicile. Donc, après la prestation de l'ergothérapeute, il faut adapter le logement. Donc, c'est ce qu'on permet avec de la téléassistance innovante, de la télévigilance. Et l'autre partie, vraiment à destination des professionnels, c'est comment on leur donne accès à un outil qui va leur permettre de piloter et de suivre 24/7 les seniors qu'ils accompagnent, tout en coordonnant, comme je disais tout à l'heure, les autres acteurs, qui sont des acteurs pluridisciplinaires avec des logiciels métiers différents. Aujourd'hui, quelques chiffres. Donc, on accompagne à peu près 200 structures. 30 d'entre elles sont des dispositifs de maintien à domicile renforcé. Donc, on est notamment le partenaire technologique de 17 des 23 DRAD, article 51 dont je parlais tout à l'heure. Donc, on accompagne la Croix-Rouge française, le groupe HSTV en Bretagne et des mutualités françaises, Aesio Santé également. Et c'est avec ces acteurs qu'on a co-construit vraiment les solutions technologiques de sécurisation au domicile et de coordination et d'information pour les professionnels afin d'être au plus près des besoins de ce type de dispositif. Voilà, je vais laisser la main à Sandrine qui accompagne depuis plus de 2 ans ces différents dispositifs et qui va se servir donc de ces retours d'expérience pour vous décrire finalement les prestations attendues par les CRT au travers de l'apport de la technologie. Voilà, Sandrine, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc déjà, juste un petit point de méthode. Donc, on va balayer en fait les 5 grandes familles de prestations qui sont attendues dans le volet 2 de la mise en œuvre d'un CRT. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Comme ça, on rentre dans les sujets à chaque fois pour chacun des 5 plutôt qu'attendre la fin pour poser vos questions. Donc, vous voyez en bas de l'écran, là, vous avez une petite main. Ça vous permet attirer l'attention sur vous et du coup, on vous donne la parole pour la question ou alors vous l'indiquez dans le chat. Donc, on y va. Donc, le premier point, c'est la sécurisation du domicile et l'adaptation du logement. Donc, bien sûr, ça commence par une prestation d'un ergothérapeute qui va aller faire une visite et des préconisations au domicile avec des aménagements, des aides techniques, etc. Donc, ça, c'est un point purement ergothérapeute qui doit faire partie de l'équipe ou qui est un prestataire externe dans votre mise en œuvre du projet. Il y a la partie sécurisation avec une téléassistance qui doit prévoir plus qu'une téléassistance classique, c'est-à-dire un pack domotique qui va être
adapté aux besoins de chacun et évolutif. Alors, comme le disait Pierre, nous, on a beaucoup travaillé avec les DRAD qui sont actuellement en article 51 depuis plus de 2 ans. Donc au départ, en fait, on a testé un certain nombre de solutions, on a enrichi, et en fait, la conclusion qu'on en tire avec les différents dispositifs qu'on accompagne, c'est que c'est comme le soin, en fait, les solutions technologiques, elles doivent vraiment s'adapter à chacun. Et quand on dit à chacun, c'est non seulement à la personne, sa problématique, est-ce qu'il a un risque de chute, est-ce qu'il a des problèmes cognitifs, c'est aussi son acceptation. Hein. Tout le monde n'accepte pas d'avoir des solutions technologiques, des solutions connectées dans son domicile. Donc ça, on pourra y revenir. Hein. C'est des questions avec lesquelles on discute beaucoup avec les dispositifs, on fait partie aussi de réunions sur l'éthique, etc. Et puis, le dernier point, c'est aussi le domicile lui-même, puisque il nous arrive régulièrement d'installer des solutions dans des domiciles qui ne sont pas forcément adaptés, avec une électricité qui n'est pas forcément aux normes, etc. Donc, voilà, dernier point. Donc, comme je disais, les solutions, elles sont basées sur une téléassistance, puisque toutes les alertes, on les fait envoyer à un plateau de téléassistance pour qu'un opérateur puisse prendre en charge l'alerte et que ce ne soit pas l'astreinte du DRAD qui puisse gérer toutes ces alertes. Hein. Il y a un premier niveau de filtre par l'opérateur. Et puis ensuite, on enrichit ces solutions. Donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués, rien tel que de montrer les objets. Donc, ça, c'est l'interphone. C'est un des interphones qu'on peut mettre dans un domicile. Voilà, donc ça permet de remonter les informations. Et surtout, ça permet à l'opérateur qui va recevoir l'alerte de parler avec l'usager qui est à son domicile pour savoir si tout va bien, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, je ne vais pas parler du bracelet détecteur, mais on le voit sur l'écran. Donc ça, on a des bracelets appui médaillon, ça envoie une alerte. On a aussi de l'accéléromètre, donc la détection de chute lourde par le port d'un bracelet ou d'un collier. Ce sur quoi on attire surtout l'attention, notamment sur les volets 2, donc type DRAD, c'est d'aller plus loin avec une solution d'actimétrie. Donc, l'actimétrie, ce qu'on installe beaucoup, c'est des capteurs de mouvement qu'on met dans chaque pièce principale du domicile, hein, et qui permettent de voir l'activité en fait dans les différentes pièces, de monitorer ce qui se passe et d'apprendre les habitudes de vie de la personne qui vit seule. Donc, on sait que la personne, elle se lève à telle heure en moyenne le matin, qu'elle se couche à telle heure le soir. Et ça nous permet à la fois de sécuriser, parce que le jour où il n'y a plus de mouvement, dans une pièce où d'habitude la personne ne reste pas aussi longtemps, on peut envoyer une suspicion d'alerte, et ça permet aussi à l'équipe coordinatrice d'avoir un certain nombre d'éléments sur ce qui peut se passer au domicile et notamment la nuit. Donc, c'est ce qu'on appelle la télévigilance bienveillante, hein, chez nous. On vous montrera tout à l'heure sur une plateforme centralisatrice de toutes les informations. Ce monitoring, il permet un peu, à l'instar de ce qui se passe en EHPAD, d'arriver à adapter en fait le suivi de la personne grâce à ce qu'on appelle l'actimétrie, donc l'analyse de l'activité du domicile. L'autre point de base, ça va être le détecteur de fumée. Donc, on en installe aussi de plus en plus des détecteurs de fumée. Alors là, on sécurise le domicile, mais ça arrive très régulièrement qu'on ait des alertes de fumée en fait dans le domicile. Et ça part aussi à la téléassistance pour pouvoir lever le doute que le bénéficiaire est bien apte à comprendre et à aérer le logement et à ce que l'alerte se lève correctement. Voilà pour la sécurisation. Ce qu'on met souvent dans le pack de base, c'est aussi une boîte à clés. On y reviendra quand on parlera de l'astreinte de nuit. Mais la boîte à clés, ça permet à toute personne qui travaille autour du dispositif d'avoir accès au logement et, in fine, en cas d'urgence vitale, aux pompiers d'accéder au logement sans avoir à défoncer la porte. Donc, la boîte à clés, c'est aussi un point très important, même si ce n'est pas pour le coup une solution connectée. Donc, la plupart des dispositifs avec lesquels on travaille, d'ailleurs, toutes, ont cette solution de ce que je viens de présenter, donc les solutions de base, qu'on ne va pas forcément tout installer chez tous les bénéficiaires, mais c'est un peu le socle qui est proposé aux bénéficiaires. Ensuite, en fonction du bénéficiaire, son acceptation, etc., on pourra ne pas tout mettre ou en rajouter, mais c'est un peu le socle de base.
Donc, quand on parle des rajouts, là, on va s'adapter à la problématique du bénéficiaire. Donc, l'idée, comme on dit souvent quand on lance un DRAD, c'est pas de faire du domicile, un domicile complètement connecté où on aurait tout un tas de solutions connectées. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins. Il n'y a pas forcément besoin de toutes les solutions connectées chez tous les bénéficiaires. C'est en fonction de la problématique. Donc, ce qu'on installe de plus en plus dans les DRAD, c'est des capteurs de lit. Donc, les capteurs de lit, vous le voyez à l'écran, mais je peux vous montrer aussi en vrai à quoi ça ressemble. Hop, c'est une petite housse, donc c'est grand public. Hein. Voilà, c'est pas du matériel très imposant. C'est une petite housse qui se place sous le matelas et qui permet de détecter si la personne est dans son lit ou si elle est sortie de son lit. Donc là, on sécurise la nuit et le temps de sommeil. Donc non seulement ça permet, et on y reviendra plus tard, d'avoir un certain nombre d'informations sur l'activité dans le domicile, le sommeil de la personne, mais en plus ça sécurise les chutes qui peuvent intervenir dans la chambre, puisque la nuit, les chutes interviennent sur le trajet, je me lève pour aller soit dans la chambre sur la chaise percée, soit dans la salle de bain, mais on sort de son lit et là, du coup, le capteur de lit fait son travail parce que c'est mathématique. En fait, on ne détecte plus la présence au lit et en fonction d'une temporisation qu'on aura définie, eh ben, du coup, on va pouvoir envoyer une alerte au plateau. Donc, ce qu'on appelle les capteurs de mouvement tout à l'heure et le capteur de lit, c'est des alertes. Enfin, c'est un système de protection passif. Le bénéficiaire n'a pas d'action à faire comme sur un bouton d'appel. Ça nous permet de remonter des alertes en cas de suspicion. D'accord ? Il y a un doute qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'en fait, tout va bien. La personne juste s'est levée et cette fois-ci, elle s'est endormie dans le canapé ou il s'est passé quelque chose. Mais en fait, on n'attend pas d'action de sa part. Alors, quelqu'un a levé la main, donc je donne la parole. Madame Roquette, si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez nous interroger. Ou sinon, on garde les questions pour la fin, comme vous voulez. Ce sera peut-être plus simple. Je vais finir la partie sécurisation et puis ensuite, on se fait des questions sur la partie sécurisation. Oui, j'en profite, Sandrine, juste sur le capteur de lit aussi. Il peut être utilisé si jamais il y a des rondes de nuit pour pouvoir justement voir en temps réel qui est dans son lit, pas dans son lit, via des écrans et donc cibler les bénéficiaires qui ont besoin d'assistance. Donc, sur la nuit, on a également plusieurs solutions de ce qu'on appelle les chemins lumineux. Donc, les chemins lumineux, c'est des petites veilleuses qui vont s'allumer instantanément quand il y aura une captation de mouvement. Donc, en l'occurrence, on les place très régulièrement, c'est au pied du lit, et ça permet de détecter que la personne s'est levée et d'allumer automatiquement une petite veilleuse. Donc, ça, c'est pour les personnes qui se lèvent dans le noir. Et là, pour le coup, on essaie de prévenir la chute. Voilà, les autres solutions dont je vais parler à présent, c'est vraiment des problématiques particulières. Autant le capteur de lit, on le met très régulièrement, autant ensuite, c'est beaucoup moins fréquent. Mais par contre, on se doit de pouvoir le proposer parce qu'on a régulièrement des besoins qui sont adressés par ces solutions. Donc, c'est le GPS. Donc, le GPS pour les personnes qui sont encore suffisamment autonomes pour sortir de chez elles toutes seules. Qui permet à la personne d'alerter si elle a un problème et qui permet aussi de définir une zone autour du domicile et de prévenir un aidant si cette personne dépasse la zone. Donc, on gère en fait les problèmes de désorientation avec les personnes qui pourraient se perdre et ne pas retrouver leur domicile. Ensuite, pour le suivi de l'évolution médicale, on a plusieurs dispositifs médicaux qu'on peut proposer dans les domiciles et qui permettent de faire de la télérelève. Donc, les infirmières qui passent peuvent prendre la mesure et tout remonte instantanément sur la plateforme agrégatrice. Et ensuite, en fonction du logiciel métier, nous, on peut renvoyer cette information-là sur le logiciel métier. Donc, on a les balances connectées, tensiomètre, thermomètre, voilà, les dispositifs médicaux du quotidien. Et puis, dernier point, on adresse aussi les sujets de dénutrition et de déshydratation. Donc, la dénutrition ou la surnutrition d'ailleurs avec le capteur de frigo. Je dis surnutrition parce qu'en fait, on a régulièrement des DRAD qui choisissent de le mettre chez des bénéficiaires qui ont des problèmes de
alors je ne sais pas si ça s'appelle des TOC, mais en fait d'ouverture de frigo, notamment la nuit ou au cours de la journée, voilà, donc qui souhaitent monitorer ça. Et puis l'hydratation avec les verres connectés. Donc ça, c'est les verres connectés Oxivia qui sont beaucoup déployés en EHPAD et qui sont aussi adaptés au domicile pour pouvoir monitorer l'eau et les liquides qui sont bu par le bénéficiaire à son domicile. Donc, c'est pas des choses pour être concret, c'est pas des choses qu'on met de manière systématique dans les DRAD avec lesquels on travaille. Par contre, c'est quelque chose qui peut être proposé aux bénéficiaires s'il y a une problématique particulière à suivre. Voilà, donc, alors, Madame Rouquette, est-ce que vous voulez poser votre question? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je pense qu'il doit y avoir un souci de son, donc je continue et peut-être vous poser la question dans le chat, comme ça on y répondra. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser sur cette partie-là, sur la sécurisation du logement? Ok. Alors, je continue. Le deuxième point dans le volet 2, c'est la gestion des situations d'urgence et de crise. Donc là, on pensait intéressant de vous partager un peu les métriques, ce qu'on peut voir en fait comme type d'alerte, comme nombre d'alertes, parce que en fait, qui dit situation d'urgence ou de crise, souvent le débat se focalise sur l'astreinte 24-24 et notamment l'astreinte de nuit. C'est un des points de difficulté quand on monte un DRAD et donc un volet 2 du CRT, c'est la mise en place de l'astreinte. Et du coup, avoir une idée de volume, en fait, voilà, quelles sont ces situations de crise qui peuvent intervenir, notamment la nuit, le week-end. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'en moyenne, quand on installe une solution de téléassistance avec pack domotique chez les bénéficiaires, en moyenne, on a 2,5 alertes par bénéficiaire et par mois. Forcément, ce chiffre, il va varier d'un bénéficiaire à l'autre. On a des bénéficiaires qui génèrent beaucoup d'alertes, d'autres qui n'en génèrent quasiment jamais. La répartition jour-nuit est intéressante. C'est 40% des alertes qui ont lieu la nuit. Alors pareil, en fonction des DRAD, ça va de 30 à 40%, mais jamais plus de 40%. Et 60% la journée. Et parmi ces 40% la nuit ou parmi les 60% de la journée, au global, on compte que 14% des alertes donnent lieu à une intervention au domicile. Alors, petit récap de quand est-ce qu'on doit intervenir au domicile, c'est le schéma qu'on vous a mis à droite. Donc, en fait, quand une alerte intervient, soit par action directe du senior qui appuie, soit parce qu'il y a une suspicion d'anomalie, comme on a expliqué tout à l'heure, une solution passive, le capteur de lit, le capteur de mouvement qui détecte quelque chose d'anormal. L'alerte, elle part sur un plateau de téléassistance. L'opérateur va essayer de joindre l'usager à son domicile pour s'assurer que tout va bien. Donc, il va appeler d'abord sur l'interphone. Si ça ne répond pas, il va appeler aussi sur le fixe du bénéficiaire. Si ça ne répond toujours pas, ou si le bénéficiaire émet qu'il y a un problème, qu'il a besoin d'assistance, dans ce cas, l'opérateur va appeler sur l'astreinte du dispositif. Donc, dans les DRAD qu'on accompagne, il y a ce qu'on appelle cette procédure en fait, de levée de doute, de cascade d'appels. Parfois, on a des cas où c'est les aidants qui peuvent être appelés. Là, c'est clairement indiqué dans les demandes, les exigences du décret en fait, pour le CRT, que cette astreinte, elle doit être mise en place effectivement pour soulager les aidants et que ce soit l'astreinte du dispositif qui soit appelée. Et donc, voilà. Et donc, c'est ces fameux 14% des cas où le bénéficiaire n'a pas répondu ou a besoin d'aide. C'est là qu'une intervention au domicile va devoir être effectuée par la personne d'astreinte. OK, donc on nous demande souvent les volumes en fait, d'alerte sur la nuit. Donc, si on prend la nuit, en fait, si on prend sa file active, vous pouvez faire fois 2,5 alertes par bénéficiaire. 40% de ces alertes ont lieu la nuit et sur ces 40%, il n'y a que 14% qui donneront lieu à une intervention. Voilà, un autre point important qui était remonté par les porteurs de projet article 51, c'est qu'au global, sur les bénéficiaires, sur les profils de bénéficiaires, 1 sur 4 n'avait pas d'aidant de proximité. Ça, c'est un point important aussi quand on envisage l'astreinte, c'est de se dire, effectivement, s'il y a des trous dans l'astreinte, en fait, il n'y a pas d'aidant derrière pour pouvoir les aider. Donc là, effectivement, on apporte une grosse plus-value.
Voilà, donc dans les outils qui peuvent aider à organiser cette astreinte, déjà le premier point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la boîte à clés. Donc ça aide autant en situation d'urgence qu'au quotidien, hein, pour éviter d'avoir 10 jeux de clés pour le domicile. Et puis l'autre point, c'est que dans notre plateforme tout en un, pour les outils de coordination, on a intégré, parce que ça nous avait été demandé, hein, par les dispositifs DRAD qu'on accompagne, un outil qui permet de gérer un planning d'astreinte avec un numéro unique. Donc, on donne au plateau de téléassistance un numéro joignable 24/24 et c'est le coordinateur du dispositif qui indique dans le planning qui est d'astreinte et donc qui va recevoir l'appel derrière. Voilà pour la situation d'urgence, de crise. Est-ce que vous avez des questions? Sandrine, il y a la question de Madame Rouquette qui a été posée par écrit, donc savoir si le capteur de lit fonctionne avec les matelas à air. Alors non, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les matelas à air et les matelas à eau parce qu'en fait, c'est une question de pression. Donc effectivement, sur les matelas à air et les matelas à eau, ça ne va pas fonctionner. Par contre, l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est le type de lit. Ça fonctionne autant avec des lits sommiers standards qu'avec des lits médicalisés. Voilà. Alors, je continue. Sur la partie coordination, alors c'est un vaste sujet et c'est le point central en fait du CRT, hein, la coordination de tous les intervenants et les partenaires du territoire. Donc de quoi on parle? On parle de la coordination du suivi médico-social et médical, hein, du bénéficiaire, de l'activité au domicile du bénéficiaire, de sa prise en charge de manière globale, son accompagnement, les interventions des différents intervenants, les relevés médicaux, les alertes qui peuvent être générées dans le domicile et puis tous les signaux de fragilisation et l'aspect prédiction aussi qui est cité dans le décret. Donc tout ça, effectivement, chacun qui intervient au domicile a un certain nombre d'éléments à apporter sur la situation, sur l'évolution. Et en fait, tout l'enjeu est d'arriver à centraliser, coordonner et pouvoir analyser tout ça pour arriver à avoir une plus-value via le volet 2 du CRT. Donc, les outils qui sont utilisés, ce qu'on peut voir en fait dans les DRAD, c'est que souvent, ça s'appuie pour l'équipe coordinatrice sur 2 logiciels. Donc, le logiciel métier d'un côté et la plateforme centralisatrice de l'autre. Alors, il y a une question. Non, je pense à la question de tout à l'heure. Ah, ok, j'ai vu une main se lever. Ok. Donc, d'un côté, logiciel métier. Donc, c'est le suivi des soins, ce qu'on souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend sur quelle entité est structuré en fait le DRAD. Si c'est sur l'EHPAD, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'ils prennent le logiciel métier de l'EHPAD et quand c'est basé sur un autre logiciel, type les SIAD, prennent leur logiciel. Donc, c'est la continuité en fait de l'établissement porteur. Mais ça, c'est plus pour le suivi des soins. Et sur le suivi de toute l'agrégation des données qui peuvent venir de solutions connectées, mais d'autres logiciels aussi, là, ça va être sur la plateforme centralisatrice que nous, on propose. Donc, tout l'enjeu est l'interopérabilité. Et côté domicile, il y a 2 outils qui peuvent être mis en place. Donc, il y a la solution type cahier de liaison qui permet d'assurer une coordination entre les intervenants du domicile. Donc là-dessus, on a mis des exemples d'outils qui peuvent être proposés au sein des différentes régions. On en propose aussi un, mais voilà, c'est toute une question d'interopérabilité. Donc, c'est des interfaces différentes qui peuvent exister. Et une application aussi pour les familles, pour que les familles puissent avoir également un niveau d'information sur l'accompagnement, la coordination. Mais voilà, chacun selon, il y a une gestion de droit derrière, hein, on est sur de la donnée de santé. Donc du coup, chacun doit avoir accès au niveau d'information qui lui est propre. Donc à ce niveau-là, voilà, donc cette fameuse plateforme, en fait, on va pouvoir faire une petite démonstration. On va vous montrer la plateforme que nous, on propose et qui est utilisée par les DRAD qu'on accompagne. Alors, je vais partager mon écran.
Donc, voilà l'outil qui est utilisé par l'équipe coordinatrice, donc le coordinateur ou la coordinatrice principalement, qui permet en un coup d'œil en fait, de voir combien de personnes sont suivies dans le dispositif. Les alertes, donc souvent, c'est la première chose qu'ils font quand ils se connectent le matin, par exemple, d'aller voir s'il y a eu des alertes dans la nuit, qui les a traitées, etc. Et en fait, les outils dont on parlait tout à l'heure, donc le planning d'astreinte, pour pouvoir gérer le planning. La téléconsultation, on en parlera tout à l'heure. On a aussi un outil de téléconsultation. Donc, on va vous montrer l'historique des alertes. Donc, j'ai vu qu'il y avait 8 alertes. Je clique dessus et là, je vois une page qui va centraliser toutes les alertes qu'il y a pu y avoir sur l'ensemble de ma file active. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit pour chaque personne quand a eu lieu l'alerte, quel était le type d'alerte, puisqu'en fonction des solutions connectées, c'est des types d'alertes différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remonter ici, en fait, le rapport de levée de doute du plateau. C'est-à-dire que quand il y a une alerte, on a dit tout à l'heure, elle monte à la téléassistance, le plateau va gérer, donc va appeler le bénéficiaire, va appeler le dispositif d'astreinte s'il y a lieu. Pourquoi pas, si ça va beaucoup plus loin, la personne se déplace, elle va ensuite rappeler le plateau pour dire ce qui se passe, départ en hospitalisation, etc. Tout est tracé par le plateau de téléassistance qui nous renvoie ce rapport. Et ce rapport, en fait, on le met ici afin de permettre à l'équipe coordinatrice d'avoir cette vue centralisatrice de tout ce qui a pu se passer. D'accord ? On a toutes les alertes et on a ce qui a pu se passer pour chaque alerte. Non seulement ça leur sert d'un point de vue organisationnel, parce qu'ils savent que l'astreinte a été contactée cette nuit, etc., mais aussi d'un point de vue suivi pour le bénéficiaire, puisque on sait ce qui a pu se passer pour ce bénéficiaire. Donc, voilà pour l'historique des alertes. Et ensuite, pour chaque bénéficiaire, on a accès à une page dédiée. Donc, on va prendre cet exemple. Hop. Donc là, on prend l'exemple de ce monsieur, donc, qui est un monsieur de démonstration. C'est pourquoi il a beaucoup de dispositifs, ce monsieur. Donc, vous voyez qu'on récapitule ici quelles sont les solutions connectées qui ont été mises à son domicile, qui sont les aidants qui sont prévus, quel aidant a accès à l'application famille. Donc, comme ça, la coordinatrice retrouve ici tout ce qu'elle a peut-être oublié depuis le moment où elle a choisi ce qu'on allait mettre au domicile, etc. Alors, en fait, c'est un récapitulatif de tout voilà, ce qui a été mis chez cette personne. En dessous, parce que la personne a des capteurs de mouvement, on sait tout de suite quel est le dernier mouvement détecté dans son domicile. Donc, en l'occurrence, là, c'était l'entrée. À droite, on va en parler tout à l'heure, c'est la partie cahier de liaison, où on voit les derniers échanges qui ont eu lieu sur le cahier de liaison entre les intervenants du domicile, toujours pour ce bénéficiaire précisément. Une vue monitoring, donc la télévigilance qu'on disait tout à l'heure, c'est une vue en fait non intrusive, puisque ce n'est pas une caméra, ce n'est pas du son, enfin ça souvent on le répète et il faut le dire au démarrage, ça fait partie de l'acceptation, c'est uniquement du captation de mouvement. Ça nous permet en fait de retracer la journée en fait du bénéficiaire, l'activité au domicile, la nuit, la journée, tous les déplacements dans le domicile par pièce. Donc, vous voyez que par exemple, cette personne, là, cette nuit, elle était dans son lit et dans sa chambre. À un moment donné, il y a eu un mini lever, mais elle est restée dans sa chambre, elle s'est recouchée. Vers 8 heures, elle quitte son lit, elle reste un petit peu dans la chambre, puis elle passe dans l'entrée, dans la cuisine. Là, on voit une ouverture de porte du frigo, puisqu'elle doit avoir ce fameux capteur de frigo dont on parlait tout à l'heure pour les problématiques de nutrition. Un petit peu plus tard, on voit une porte ouverte, porte entrée, etc. etc. D'accord ? Ça permet le monitoring en fait, de l'activité du domicile. Ça sert à l'équipe coordinatrice non seulement à comprendre ce qui s'est passé quand il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être soit parce qu'il y a eu une alerte, soit parce que la personne n'était pas bien ce matin. On ne comprend pas pourquoi. Et grâce à ça, ça leur donne des éléments. Voilà, elle a passé une mauvaise nuit, il y a eu un démarrage de déambulation la nuit, le nombre de levées nocturnes aussi, on en parlera après. En fait, on fait des analyses, notamment sur les levées nocturnes, parce que ce n'est pas normal quand ça commence à augmenter, quand la durée des levées augmente, etc. Donc, voilà la partie activité. En dessous, on récapitule les dernières alertes qu'il y a eu chez ce bénéficiaire-là. Comme ça, la vue est centralisée. On se récapitule tout ce qu'il y a, à chaque fois avec les rapports de levée de doute.
Et puis en dessous, on a des analyses détaillées. Donc là, c'est moins le quotidien, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé. Quand il y a des dispositifs médicaux type thermomètre, tensiomètre, etc., ben là, on retrouve toutes les données qui ont été prises. Voilà. Voilà pour la partie plateforme, en fait, interface, d'accord? Interface centralisatrice des informations. Alors, je vais revenir, mais d'abord la question, parce que comme ça, si je dois rester sur la démo, je reste. J'étais en train de répondre du coup par écrit, mais tu peux peut-être reprendre à l'oral, Sandrine. La question était, est-ce qu'il faut une box Internet au domicile de l'usager? Alors, non. Les solutions sont autonomes. Donc, ça marche avec… en fait, la grande partie de nos solutions marche avec une carte SIM. Hein. Il y a une carte SIM comme un téléphone portable en fait à l'intérieur de l'interphone. Donc, on est autonome au domicile du bénéficiaire. Ensuite, on a des dispositifs qui marchent sur le Wi-Fi, comme le capteur de lit. Mais soit la personne a déjà une box Internet, auquel cas, effectivement, on se met sur la box Internet du bénéficiaire, soit elle n'en a pas, et du coup, on fournit une clé 4G. Donc, vous savez, les petits galets Wi-Fi qui permettent de se connecter en Wi-Fi, en fait, voilà, en mobilité, bah, ça fonctionne aussi dans les domiciles du senior. Donc, ça permet d'être autonome sur la fourniture du réseau, en fait, dans le domicile. C'est une bonne question parce qu'on voit encore beaucoup de bénéficiaires justement qui n'ont pas de box Internet pour lesquels on met ce petit galet 4G. On en met, oui, je dirais 4 fois sur 5, je pense. Donc, on en met très régulièrement. Alors, je vais revenir du coup sur l'autre partie. Hop. Du coup, ça, c'est une question qui peut être posée aussi si on parle un peu plus là des solutions connectées. Sur ce qu'on propose, nous, Télégraphique, les solutions connectées, elles sont installées par un installateur, d'accord? Ce n'est pas l'équipe coordinatrice qui installe elle-même. Donc, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on définit le pack ensemble au démarrage et toutes les options qui peuvent être proposées en fonction des profils bénéficiaires. Et ensuite, la coordinatrice va nous envoyer la demande pour tel bénéficiaire qui vient d'être inclus dans le dispositif en indiquant, ben voilà, on va lui installer ça et ça. Et on convient d'un rendez-vous avec l'installateur. C'est l'installateur qui gère le matériel, c'est l'installateur qui gère l'installation. Voilà, c'est pas hyper technique, mais c'est un métier. Et donc, du coup, c'est notre installateur qui gère ça. D'un point de vue réactivité, on essaie d'être très réactif entre le moment où on nous demande et le moment où on installe. Et en fait, la meilleure manière pour ça, c'est en fait, pour chaque DRAD, on a un installateur en local, donc autour du périmètre, qui nous permet d'assurer une réactivité et voilà, une fluidité en fait dans les installations et les différents rendez-vous qu'il peut y avoir derrière s'il y a besoin d'un SAV, d'aller changer une pile ou des choses comme ça. Alors, du coup, je vais aller rapidement parce que ça, on l'a vu dans la démonstration de la plateforme. Donc, c'est les écrans qu'on vient de voir. La partie cahier de liaison, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est sur l'extranet, hein, les échanges entre intervenants. Et ici, on voit la petite application qui est proposée donc, pour les intervenants du domicile. Donc, c'est une plateforme sécurisée. On ne l'a pas dit, mais tant la plateforme que les applications sont HDS, donc hébergement données de santé. Donc, on est dans les normes, bien sûr, de toute la nomenclature données de santé. Et ici, c'est l'application qui permet aux intervenants d'échanger, ce qui remonte sur la plateforme agrégatrice. Je précise, hébergement données de santé en Bretagne et en France. C'est important et souvent demandé. Oui, c'est vrai. Grâce à toutes les données de ces solutions connectées et même demain, grâce à toutes les remontées aussi des intervenants, parce qu'on est en train de travailler là-dessus d'un point de vue produit sur notre roadmap. Avec tout ça, en fait, notre plateforme, elle agrège toutes ces données et elle les analyse pour arriver à sortir des signaux de fragilisation. Donc là, on est sur de la prédiction. On est sur différents critères qu'on va pouvoir analyser qui vont nous permettre
d'attirer l'attention de l'équipe coordinatrice sur des suspicions de démarrage de fragilisation. Donc, les grands exemples, c'est notamment sur le sommeil. Par exemple, quelqu'un qui se lève en moyenne 2 fois par nuit et sur les 2 dernières semaines, on a vu qu'il est passé à 4 fois par nuit en moyenne. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une nuit où il s'est passé quelque chose, c'est sur un temps un petit peu conséquent. On remarque que voilà, la courbe est en train de monter. Donc, on analyse différents critères, soit simples, soit qui peuvent être croisés, pour arriver à détecter des signaux il y a quelque chose qui est en train de changer chez la personne. Donc, comme on dit souvent, ça, c'est ce qu'on appelle de l'IA, donc intelligence artificielle, parce que tout ça est recalculé toutes les nuits chez nous et auto-apprenant. Après, on pousse cette information à l'équipe coordinatrice et c'est bien sûr elle qui va pouvoir ensuite définir l'action en fonction du contexte et de sa connaissance bénéficiaire. Parfois, on pousse une information, le problème est déjà connu, type infection urinaire ou quelque chose qui fait que la personne se lève souvent. Ben, voilà, là, la chose est connue. Parfois, elle ne l'est pas. Et effectivement, quand le changement se passe sur un temps long, c'est beaucoup plus compliqué à détecter. Donc, du coup, grâce à ces solutions-là de calcul et d'analyse, on arrive à remonter des informations qui vont pouvoir servir donc à l'équipe coordinatrice, souvent ça remonter au médecin pour pouvoir analyser. Je me permets, Sandrine, d'enrichir là-dessus. Donc, il y a le côté préventif, prédictif dont parlait Sandrine, et on travaille même avec certains sites sur le côté prescriptif. Donc, Sandrine disait que voilà, c'était les intervenants ou l'équipe coordinatrice qui allait mettre en action certains accompagnements adaptés par rapport aux signaux faibles détectés. Voilà, on travaille avec le côté humain médical aussi pour pouvoir gérer cette étape et pouvoir prescrire finalement en fonction des signaux faibles repérés. Donc, toujours sur la coordination, sur la partie CRT, il y a la notion de parcours, donc parcours d'accompagnement du bénéficiaire. Et effectivement, ne pas s'arrêter à l'accompagnement de RAD, mais d'avoir une vue d'ensemble du parcours d'accompagnement du bénéficiaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté aussi, enfin qu'on est en train de finaliser en fait le rajout de cette vue parcours qui permet de tracer tout l'accompagnement du bénéficiaire. Donc l'exemple là, c'est voilà, une personne qui est suivie depuis un certain temps à la PFR et qui va rentrer dans le dispositif DRAD. Alors, à un moment donné, il peut y avoir une petite rupture hospitalisation, par exemple, pendant 2-3 mois, et elle revient dans le DRAD. Donc, l'idée est d'avoir une vue de tout le parcours. Donc, c'est la même chose, hein, c'est avec les dispositifs avec lesquels on travaille que le besoin est remonté, d'avoir cette vue parcours pour pouvoir analyser cette continuité en fait, dans l'accompagnement du bénéficiaire. Et effectivement, dans le cadre d'un DRAD, d'un CRT, pardon, ben en fait, c'est avoir la vision globale, quel que soit le type d'accompagnement du bénéficiaire. Là, juste un petit mot sur la téléconsultation. Donc, c'est aussi un outil qu'on a sur la plateforme. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on n'est pas rentré dedans. En gros, sur la téléconsultation, ça permet à l'équipe coordinatrice de gérer, en fait, sur tous ses bénéficiaires au domicile, les prises de rendez-vous en téléconsultation. Donc, on s'appuie sur ça, sur une plateforme qui s'appelle HelloCare, qui est une des 3, je crois, plateformes nationales, qui englobe 1500 médecins, mais qui peut bien sûr du coup former les médecins qui travaillent au quotidien avec les bénéficiaires ou les médecins coordinateurs. Et l'intérêt d'une telle plateforme, c'est qu'en fait, c'est l'équipe coordinatrice qui gère les rendez-vous. Et ensuite, au domicile, l'infirmière qui va accompagner la téléconsultation peut se connecter sur le cahier de liaison pour pouvoir lancer la téléconsultation au domicile, donc sur une tablette, par exemple, si on a prévu la tablette dans le domicile. La tablette, c'est un point, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ça nous est aussi régulièrement demandé par les DRAD, notamment pour l'utilisation du cahier de liaison. Donc, juste, c'est un point, voilà, je le dis en passant, c'est aussi des choses qu'on propose dans les domiciles. Assurer la continuité du projet de vie, donc ça, c'est le 4e bloc des prestations du volet 2, avec les actions à proposer, en fait, pour répondre aux objectifs du projet de vie de l'usager.
la notion de vie sociale et de favoriser la lutte contre l'isolement de l'usager et l'aide dans les différentes démarches. Donc effectivement, alors là peut-être on va donner juste lancer quelques idées et en fonction des DRAD avec lesquels on travaille, il y a différentes solutions qui sont retenues. Qui ne sont pas forcément des solutions connectées d'ailleurs, parce que très régulièrement, c'est participation à la vie sociale de l'EHPAD qui a mis en place ce dispositif. Mais ça peut être aussi des choses un peu connectées du type, donc on a des outils de partage de photos avec la famille ou avec l'EHPAD, des solutions qu'on peut mettre dans le domicile pour que le senior, voilà, de manière simple et adaptée, puisse suivre les photos de ce qui peut se passer, des outils de visio avec des petites vidéos adaptées, des solutions de conciergerie. Il existe aussi des solutions en EHPAD qui sont proposées par certains DRAD pour enrichir en fait l'expérience DRAD qui peut être proposée dans le domicile et donc amener le bénéficiaire à aller en EHPAD faire une activité qui est proposée dans l'EHPAD. Donc c'est le cas avec notre solution d'appareil d'activité physique Kinesim, qui est un appareil innovant qui permet, avec des plaques de force, de travailler l'équilibre de manière ludique et très immersive en fait, la personne a un écran devant elle et se laisse bercer par l'activité qui va la mener. Et donc, accompagnée par un kiné à l'EHPAD, la personne peut aller faire voilà, son activité hebdomadaire sur ce dispositif qui est aussi, du coup, proposé aux résidents de l'EHPAD. Sandrine, il y a une question, oui. J'ai commencé à répondre. La question, c'est l'accompagnement connecté représente-t-il un engagement dans le temps obligatoire pour le bénéficiaire ou peut-il sortir facilement du dispositif s'il le souhaite? Donc, j'ai apporté une première réponse qu'il n'y avait pas d'engagement. Mais donc, peut-être pour expliciter, aujourd'hui, nous, l'accompagnement qu'on fait, il est à destination des professionnels qui portent un dispositif CRT. Donc, ça va être auprès de l'EHPAD, du SIAD ou autre, à qui on fournit en fait toutes ces prestations d'accompagnement connecté, comme vous dites, qui rentrent dans la fameuse enveloppe des 900 € par mois par usager. Donc après, entre guillemets, c'est au porteur CRT d'établir ses propres conditions d'engagement. Mais aujourd'hui, tous les dispositifs qu'on accompagne, il n'y a aucun engagement. On est quand même sur un public plutôt bien géré, 2, 3 en moyenne, profil d'EHPAD. Donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui vont peut-être rester même pas plus de 2-3 mois. Ouais, donc c'est des packs qui sont adaptés à ce contexte, donc sans engagement. Et comme on dit tout à l'heure aussi, évolutif, c'est-à-dire que parfois on installe vraiment très peu de choses dans le domicile juste pour démarrer et une fois que la confiance est établie avec l'équipe coordinatrice et que les besoins s'en font sentir, parfois en fait on nous demande de rajouter des choses. Donc voilà, c'est très, très évolutif et oui, sans engagement. Et je complète, pardon, c'est ce qui se passe nous aussi dans certains DRAD. Des fois, le bénéficiaire sort du DRAD parce qu'il a peut-être plus le profil, par exemple, pour rester dans le DRAD. Mais on nous demande de continuer à l'équiper. En fait, il veut garder les solutions connectées de sécurisation à domicile. Dans ce cas-là, nous, on peut proposer après, via des partenaires, des contrats en direct pour le senior pour qu'il puisse conserver les solutions via un abonnement à sa charge du coup. Le dernier point, je vais aller assez rapidement parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est le bloc soutien de l'aidant. Et là, sur les solutions techno, on a parlé tout à l'heure de l'application famille. Donc, c'est une application qui est proposée aux familles. Ça fait partie en fait du service connecté. Donc, c'est très lié à l'actimétrie, les capteurs de mouvement. Pour que la famille puisse veiller à distance sur son proche. Donc, il y a des DRAD qui partent du principe en fait, qui ne souhaitent pas le proposer aux familles parce qu'ils souhaitent décharger complètement la famille de cette veille à distance qu'ils ont, eux, du coup, sur leur plateforme. Et puis d'autres qui le proposent aux familles parce que, voilà, il y a une solution de réassurance. La famille peut se mettre en place des petites notifications sur cette application, avoir une vision sur est-ce que son proche s'est bien levé le matin, est-ce qu'elle a bien rejoint sa chambre le soir, etc. Et puis, la famille va avoir accès à un certain nombre d'informations et peut remonter des informations via le cahier de liaison quand on a la tablette au domicile qui lui permet de remonter.
Voilà, donc ça, c'était la dernière thématique. Du coup, on peut peut-être, donc il nous reste une dizaine de minutes pour partager les questions qu'on n'aurait pas abordées. Oui. Peut-être avant des éventuelles questions, juste pour conclure là-dessus. Donc voilà, s'il y a des acteurs aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont un projet de CRT, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On peut vous accompagner, on a l'habitude sur le montage des dossiers, alors plus sur notre partie technologique, mais aussi vous mettre en relation avec des partenaires DRAD qu'on accompagne déjà. Donc on parlait tout à l'heure d'HSTV, la Croix-Rouge, mais aussi d'autres acteurs, dont certains qui proposent des formations ou un accompagnement justement pour le montage des projets de ce type. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas également, on est à l'écoute, par le chat ou à l'oral, en activant votre micro. C'est peut-être pas forcément des questions, ça peut être aussi des remarques ou partage d'expérience. S'il y en a qui sont en train de monter, justement, peut-être de répondre déjà à des appels à projets CRT ou en train de structurer leurs réponses. Peut-être, du coup, je précise pendant que certains peut-être nourrissent la question. Nous, on est agrégateur, comme on l'a dit au départ, de solutions connectées. Et on enrichit constamment en fait, les solutions connectées qu'on peut proposer de manière assez rapide en mise en place aux différents DRAD. Donc, on n'a pas parlé de pas mal de solutions qui reviennent régulièrement, dont on parle très souvent. La levée de doute par caméra, le pilulier connecté. Il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles nous, on est en veille constante en fait, sur les solutions qui existent. Sur les fabricants en fait de ces solutions et voilà, et c'est très intéressant pour nous quand on a des projets qui nous embarquent à rajouter une solution qu'on peut ensuite proposer, parce qu'en fait pour nous agrégateurs, tout notre système est fait pour rajouter des solutions comme ça pour enrichir la plateforme agrégatrice. Alors du coup, il y avait une question. Concernant la mise en place des dispositifs, quels sont les moyens de financement? Donc, je prends la réponse. Donc, là-dessus, ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart des cas, en fait, il y a des financements justement des dispositifs de manière globale. On parlait du forfait de 400 000 € par an pour les CRT et qui comprennent dans le cahier des charges, en fait, le financement des solutions connectées qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, notamment, si je prends l'exemple après des DRAD qui avaient à peu près 1 000 € par mois par usager, en moyenne, une centaine d'euros par mois étaient prévus pour toute la partie connectée et outils professionnels pour le pilotage et le suivi, l'extranet qu'a pu vous montrer Sandrine. Donc voilà, donc ça reste souvent dans… Ça enchaîne, je crois, avec la deuxième question. Quelle est votre réelle valeur ajoutée par rapport aux dispositifs de télésurveillance déjà existantes? Quel coût réel par rapport aux 900 €? Donc c'est une très bonne question qui me permet d'embrayer. Aujourd'hui, la téléassistance traditionnelle que vous connaissez avec le bouton d'appel, voire les détecteurs de chute, pardon, est proposé depuis 30 ans. Et donc, ce qui est marqué dans le cahier des charges, c'est qu'il faut proposer non pas un maintien à domicile classique, mais un maintien à domicile renforcé. Et donc, notamment, le cahier des charges stipule bien qu'il n'est pas attendu une téléassistance classique, qui est d'ailleurs déjà proposée dans le droit commun et financée souvent par l'APA et le crédit d'impôt, mais une téléassistance connectée, donc avec des capteurs, qui va pouvoir alerter de manière passive. Donc, c'est ce qui est proposé ici, c'est que le bénéficiaire, en cas de problème, même s'il n'appuie pas sur son bouton d'appel, pourra être sécurisé et une alerte pourra partir voilà, s'il y avait une chute ou un autre événement à risque. Y a-t-il des restes à charge importants pour l'usager? Juste pardon Pierre, du coup je finis sur la question d'avant et donc du coup on continue de ce que tu dis. La valeur est non seulement sur les solutions passives, mais aussi le monitoring, en fait, la télévigilance qu'il peut y avoir sur l'analyse de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, etc. Et la partie du coup prédictive derrière, en plus de la centralisation donc, de tout ce qui a pu se passer dans le domicile, ce qui est un des points majeurs en fait de l'accompagnement, en fait, la coordination des informations. Aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est un accompagnement presque proche de celui de l'EHPAD, sauf que en EHPAD, il y a une présence 24/7 pour des dispositifs de maintien à domicile renforcé. Ce n'est pas possible, économiquement parlant déjà, voilà, très cher, d'être 24/7 au domicile. Donc, l'extranet qui est offert, c'est vraiment un outil de pilotage
et de suivi 24/7, mais à distance. Et donc, alors, y a-t-il des restes à charge importants pour l'usager? Donc, dans ce que je disais, non, si ça rentre justement dans, par exemple, ces 900 € par mois par usager. Si jamais vous vouliez mettre ces solutions à la charge de l'usager, dans tous les cas, il faut vous dire qu'on est entre, selon les packs choisis, 50 € par mois. Donc je parle bien de l'actimétrie, hein, je ne parle pas de la téléassistance traditionnelle, hein, déjà un pack évolué, jusqu'à une centaine d'euros par mois avec plusieurs options domotiques qu'on a évoquées, les capteurs médicaux, etc. Pour contacter d'autres DRAT, passons par vous. Je monte un des premiers EHPAD dans les murs à La Réunion. Oui, vous pouvez passer par nous, on peut vous mettre en relation, on le fait déjà avec d'autres acteurs. Donc n'hésitez pas à nous en dire plus sur votre projet aussi. Voilà, on a des projets portés par des SIAD, portés par des EHPAD, par des CCS, des CHU. Donc on peut vous mettre en lien avec des projets qui vous ressemblent, entre guillemets. Avec tous les problèmes techniques liés, je ne sais pas si c'est une question de Philippe Innocenti. N'hésitez pas à prendre la parole directement. Non, c'est pas une question, c'est une constatation. Sur sur les problèmes techniques qui peuvent, tous ces périphériques, tous ces capteurs peuvent engendrer au quotidien, notamment le médaillon chute bouton. Alors donc, ouais, vas-y Sandrine si tu veux. Oui, vous parlez en fait de quand on a des suspicions d'alerte, parce qu'en fait il y a le système en fait détecte qu'il y a une accélération, par exemple sur le bracelet de chute, c'est ça, alors qu'en fait la personne va bien. Oui, entre autres, mais pas toujours. Alors effectivement, le déclenchement lui-même n'est pas toujours constaté, même après une chute. Le bracelet et les intempestifs liés au bracelet, c'est un sujet qu'on a de temps en temps sur le DRAD, hein, notamment sur les… Alors, il peut y avoir des sujets techniques liés au comportement, parce qu'en fait, aucune solution ne peut détecter la chute à 100%. Mais je ne sais pas si ça rejoint ce que vous dites, mais il y a aussi des sujets pas forcément adaptés en fait aux bénéficiaires. Quelqu'un qui aurait des comportements brutaux, ce type de bracelet d'accélération peut générer des alertes, alors qu'en fait, il s'agit d'un mouvement brutal vers le sol de la personne. Bien sûr. Mais problème technique sur les SIM, la 2G, 3G, la 2G est plus compliquée. Les zones blanches, parce que malgré tout, tout le monde n'est pas en ville. Voilà, c'était cette observation, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, c'est notre métier de justement pouvoir un maximum contrer ces problèmes techniques. Après, on avance avec les technologies. Vous prenez le pack il y a 3 ans. On était encore sur de la téléassistance très basique. En fonction de ce qui sort sur le marché, des évolutions technologiques globales, on parlait de la 2G, il y a maintenant aussi ça marche en 4G, 5G. On avance petit à petit. Le but, c'est de proposer à chaque fois des solutions matures et pas de faire effet les plates sur des solutions. Donc voilà, il y a peut-être, c'est le seuil à paramétrer pour avoir plus de sécurité et être prêt des fois à avoir peut-être un faux positif. Voilà. Ce qu'il faut, c'est aussi une transparence auprès de l'usager. Donc ça, on a aussi des communications déjà établies qu'on transmet aux acteurs sur comment on communique sur ces solutions connectées auprès de l'usager, auprès des familles. Voilà, il y a un minimum à connaître, avoir le consentement, bien entendu, derrière. Un seul appareil au poignet peut mesurer, transmettre 24/7 les constantes vitales du bénéficiaire. Alors oui, en effet, il y a des solutions qui existent de ce type. On est interfacé, on en a parlé tout à l'heure, avec Withings, par exemple, pour le capteur de lit et les capteurs médicaux. On a toute la gamme Withings interfacée, dont les montres connectées, etc. Aujourd'hui, on n'en déploie pas parce que ça ne nous a pas été demandé. Mais demain, pourquoi pas. Voilà, nous, on est déjà interfacé avec ces systèmes. Après, il faut que ça puisse correspondre aux besoins et au contexte de l'usager, comme on disait tout à l'heure. Et êtes-vous déjà intervenu sur le secteur hospitalier de type MCO? Non, pas encore. Après, on peut, voilà, c'est des questions qu'on a régulièrement. On peut transvaser, entre guillemets, translater notre accompagnement et les solutions qu'on propose sur d'autres types d'accompagnement. Voilà, tout ce qui va être aussi HAD, etc. Après, ce ne sera peut-être pas toujours les mêmes solutions, mais globalement, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à nous recontacter sur ce sujet.
qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 15 h. Le but, c'est pas de vous prendre non plus trop de temps. Donc, n'hésitez pas là si vous avez encore des questions. Et sinon, on vous enverra de toute façon donc, le support pour ceux que ça intéresse qui a été diffusé aujourd'hui. Et vous aurez des coordonnées dessus. Si jamais vous souhaitez échanger plus en détail, n'hésitez pas à nous recontacter pour les mises en relation également. Un SAD peut-il être porteur de CRT? Oui, tout à fait. Hein. Donc, ça peut être soit un EHPAD, soit un acteur du domicile, type SAD, SIAD, SPASAD, qui peut porter. Si c'est un EHPAD, il doit être en partenariat avec un acteur du domicile. Et ça marche pour dans l'autre sens. Si c'est un SAD ou un SIAD ou un SPASAD qui porte, il doit avoir un partenariat avec un EHPAD pour l'expertise gériatrique. Pour la réunion, si besoin, une personne sera sur place. Pour la réunion, si vous voulez, on peut faire un petit, voilà, un échange ensemble après, parce qu'on est en train d'en lancer un, en fait, pour tout vous dire. Donc, voilà, on est très au fait de tout ce qui peut se passer sur la réunion. Et oui, il y a quelqu'un sur place, il y a un installateur, du coup, en local. Donc, c'est noté pour les supports. Voilà. Donc, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, par mail également. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Très bien, on vous envoie le support à tous les contacts mail qu'on a. De toute façon, on vous enverra le support sans souci. Parfait. Bon, je vous propose de clôturer. Merci à tous pour votre participation. Merci. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.